commencer tout de suite, on va perdre notre temps. Soyez les bienvenus d'abord. Vous venez ici un petit cours qu'on donne aux familles françaises qui sont venues il y a très peu de temps à Haïfa. On est à l'intérieur d'un sujet, c'est pas celui que nous allons aborder après Arvit. Après Arvit, on va aborder un tout autre sujet, puisque vous êtes là, que vous profitiez, même si ça sera un petit peu difficile de suivre puisque vous n'avez pas entendu la première partie. Nous étions en train de traiter le problème du messianisme juif, comment il procède, etc., et comment il faut le regarder. Un point important, pourquoi j'ai appelé ça la place de la victoire? Vous ne savez pas pourquoi? Parce que c'est une victoire du peuple juif que vous soyez ici et pas là-bas. Après 2000 ans, on est là, de retour. Or, pour continuer ce que nous avions abordé il y a quelque temps, on a parlé du messianisme, le Talmud nous dit qu'il y a deux messies. Quand il y a deux messies, il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben Yehuda. D'accord? Le Messie fils de Joseph, le Messie fils de Yehuda. Ceux qui connaissent les notions, tant mieux. Ceux qui ne les connaissent pas, c'est une occasion de leur présenter ça. Ils ont chacun un rôle d'entre eux. Et puis on avait expliqué la dernière fois que le Gaon de Vilna, un des grands géants du peuple juif, avait envoyé il y a un peu plus de 2 siècles ses élèves ici pour reconstruire tout Israël. Bien avant qu'on parle de sionisme. Et ce sont ces élèves qui ont débarqué à Haïfa, ensuite sont allés à Safed, Jérusalem, etc., peu importe. Et le Gaon de Vilna de nous expliquer quelque chose. Vous savez qu'au niveau du... Il faut expliquer pourquoi il y a deux messies. Les chassidim, dans le courant chassidique, on a l'habitude de faire une plaisanterie. C'est de dire pourquoi il faut deux messies. Le premier messie, c'est pour sortir les juifs d'exil. Et le deuxième messie, c'est pour sortir l'exil des juifs. Ça veut dire la tête goï de leur tête. D'accord? Il faudra vous expliquer ça, mais c'est un peu plus compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef? Le Mashiach ben Yosef. Et là, le Gaon de Vilna, c'est un texte qu'on étudiait. Si vous avez des questions, vous n'étiez pas là, vous pourrez me les poser plus tard et puis je préciserai. Mashiach ben Yosef nous explique le Gaon de Vilna, c'est toute personne. C'est un courant, plus exactement, qui englobe tout un ensemble de personnes qui vont procéder à la reconstitution sur le plan matériel du peuple juif en terre d'Israël et essentiellement vont réinstaller toute la terre d'Israël. Procéder à une réinstallation de tout le peuple juif en terre d'Israël. D'accord? Il y a un point qui a toujours été dans la Bible lié à la notion de messianisme, c'est cette fameuse guerre dont nous avons commencé à parler, Milchemet Gog ou Magog. D'accord? Que les gens ont tendance à interpréter comme une espèce d'apocalypse. Il ne s'agit pas du tout d'une apocalypse. Rentrez. Le Gaon de Vilna nous explique qu'est-ce que c'est le... Rentrez, on est en Israël ici. Si vous ne prenez pas du terrain, alors vous faites mettre à la porte. Venez. Le Gaon de Vilna nous explique une idée fondamentale pour nous tous, peuple juif. Qu'est-ce que c'est la guerre de Gog ou Magog? C'est le combat des nations pour empêcher le peuple juif de se réinstaller dans sa terre. Est-ce que ce combat a commencé? Ça fait très longtemps qu'il a commencé. Vous comprenez bien, ça fait déjà au début du XXe siècle, dès qu'il y a eu la déclaration de Balfour qui nous permettait de revenir ici en Israël, toutes les nations contre nous. Évidemment, nos cousins germains en tête. D'accord? C'est des vrais cousins germains, ils se comportent comme des germains. Ils sont là en tête de ce combat pour nous empêcher. Regardez même ce qui se passe ces jours-ci dans le monde entier. On prétend que les Juifs se font poignarder. Pourquoi? Parce qu'on monte sur le mont du Temple. Je ne sais pas, j'ai cru avec beaucoup de naïveté que le Temple c'était notre Temple et que la montagne c'était la nôtre. Alors donc si on monte là-bas, on est dans les gens qui mettent le pays en danger. Vous vous rendez compte à quel absurde on est arrivé? D'accord? Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'énerver contre ça. Ici en Israël, jamais s'énerver. Il faut juste réfléchir, il faut réagir comme un médecin.
Qu'est-ce qu'il fait un médecin quand il voit un juif malade? Il ne perd pas le contrôle, il lui donne des médicaments. D'accord? C'est ce qu'il faut faire à notre génération. On a un combat, c'est notre combat. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Mais c'est à nous à le mener et défendre notre peuple contre ça. Alors le Gaon de Vilna dit la chose suivante. Il y a évidemment dans la notion de messianisme des personnes qui sont appelées Messie, mais il y a aussi tout un courant qui est appelé un courant messianique. Donc il y aura deux courants. Un premier courant, c'est celui de Mashiach ben Yosef, et par la suite, il y aura une deuxième période où il y a Mashiach ben Yehuda. Et Mashiach ben Yosef, c'est la reconstruction matérielle de tout le peuple juif. Qu'est-ce que c'est la reconstruction matérielle? Il faut reconstruire un État. Il faut reconstruire une économie. Il faut reconstruire un système de sécurité. D'accord? Tout ce qu'un pays a besoin. Et ça commence à être reconstruit petit à petit depuis le début du 19e siècle. C'est allé en s'intensifiant. À partir du moment où le sionisme naît, ça devient encore plus intensif. Okay? Et avec l'histoire, on en est où on en est arrivé maintenant. Question, l'État existe? Oui. Une économie existe? Oui. Des universités existent? Oui. Il y a tout ce qu'un État a besoin, tout est là maintenant. Mais toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de tout cela sont des personnes qui représentent le Mashiach ben Yosef. D'accord? C'est pour ça que dans un livre très spécial sur lequel je ne peux pas m'attarder, on en avait parlé la semaine dernière, le Gaon de Vilna n'hésite pas à dire que lui, il est Mashiach ben Yosef. Ça veut dire il est Mashiach. Effectivement, il a envoyé ses élèves pour commencer à reconstruire. Donc toute personne qui participe à ce statut-là. D'accord? Et toute personne qui vous amène ou qui amène tout juif de Khoutlaïs pour venir s'installer, vivre en terre d'Israël, il fait partie de tout ça. D'accord? Tout celui qui va revivifier l'agriculture, et tout ce que j'en passe ici en Israël, qui permet au peuple juif de s'installer, de prendre, comment on dit ça, l'itfos, c'est un... Je cherche quelquefois mes termes en français, ça fait plus de 45 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, alors vous m'excusez. Pardon? S'installer. L'itfos, l'État. Non, S'installer. Non. Dominer, si vous voulez, prendre les rênes de tout ce qui se passe ici et de notre installation, tout ça fait partie du messianisme de Youssef. D'accord? Mais c'est la première partie. On a dit que c'était derrière nous. Pardon? C'est derrière nous. Maintenant, on est en train de rentrer, nous sommes rentrés ces dernières années dans Mashiach ben Yehuda. Qu'est-ce que c'est Mashiach ben Yehuda? C'est maintenant la reconstruction sur le plan spirituel du peuple juif. Le retour à la Torah de tout le peuple, qui se terminera bien sûr un jour par la reconstruction du Beth Amikdash, etc. Et l'apparition d'une personne qui est véritablement Mashiach ben David, mais maintenant on parle de Mashiach ben David. C'est quelque chose déjà de beaucoup plus spirituel. Alors, revenons un instant en arrière, le Gaon de Vilna a eu cette force intellectuelle et religieuse de déclarer que toute personne qui reconstruit l'État d'Israël fait partie de Mashiach ben Yosef. Vous comprenez pourquoi des personnages comme le Rav Kook, qui viennent de l'école du Gaon de Vilna, ont regardé les pionniers, beaucoup de pionniers israéliens qui étaient très souvent très loin de la Torah, comme des personnes avec une dimension positive. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord avec eux lorsqu'ils ne respectaient pas le Shabbat, la cache-route et j'en passe, mais quand ils reconstruisaient l'État d'Israël, alors à ce moment-là, ils sont en train de réaliser une épopée méta-historique dont il n'y a jamais eu de pareil dans l'histoire humaine. N'oubliez pas que jamais dans l'histoire humaine, un peuple bafoué, battu, écrasé, dispersé, n'a pu recouvrir, et de surcroît 2000 ans plus tard, son indépendance et tout ce qu'il avait. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine, une chose pareille. C'est la première fois que ça existe, une chose pareille. D'accord? Alors, et maintenant, on doit dans cet esprit-là
aussi savoir aborder justement avec toute cette problématique du monde entier qui est là, ici, contre nous, et qui est en train d'hurler dès qu'on construit une installation quelconque en Judée-Samarie, et j'en passe des meilleurs. D'accord? Je vous dis la vérité, on n'a pas l'intention de leur faire plaisir, et on est décidé à les énerver jusqu'au moment où on sera depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. On n'a pas le choix. C'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit ça dans la Torah. On va aller à l'encontre. Ça va prendre le temps que ça prendra, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle. On a de la patience. Ça fait 3500 ans qu'on attend ça. Ça viendra. D'accord? Je vous dis comme ça brutalement parce que il ne faut pas être effrayé par tout ce qui se passe dans le monde entier. Qui c'est qui aurait imaginé il y a seulement 50 ans qu'on en serait là? Même après la création de l'État d'Israël, personne n'aurait pu imaginer qu'on se retrouverait dans un pays qui a déjà quasiment dépassé dans des tas de domaines tous les pays les plus établis au monde. Vous venez de France, sans vouloir provoquer qui que ce soit. Dans le domaine des ordinateurs, par exemple, la France est une attardée mentale à côté d'Israël. Elle est 50 ans en arrière. Je ne vous dis pas ça pour piquer la France, je vous dis ça de façon très très claire. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai enseigné 43 ans en Technion, donc je sais de quoi je parle, et des maths. D'accord? Donc je ne vous dis pas ça comme ça en l'air. Israël est très très en avance sur des pays, même comme la France, qui ont pourtant une histoire très ancienne et qui sont pas les derniers venus dans des tas de domaines. D'accord? Et j'en passe et des meilleurs. Donc, alors ça c'est le point essentiel. Maintenant, un dernier point. Le gars est fondamental pour tout un chacun et surtout pour vous les jeunes. Le Gaon de Vilna dit la chose suivante. L'époque que nous vivons, toute l'époque messianique, a cette spécificité qui est la suivante. Plus les Juifs agissent dans le sens de la réalisation du messianisme, plus le messianisme et le processus va être accéléré. Ce n'est pas un processus que Dieu a décidé et a fixé déjà d'emblée, c'est un processus que Dieu ouvre, mais à partir du moment où on s'investit dans ce projet-là, le projet ne va que de plus en plus vite. Donc, en conséquence, dit le Gaon de Vilna, nous sommes tous conviés en tant que Juifs à mettre la main à la pâte. Et plus on met la main à la pâte, plus le processus avance et accélère. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. D'accord? Dans des tas de domaines, on voit ici comment ce pays progresse. D'accord? C'est sur la base de ces idées-là que le Gaon de Vilna, il y a déjà plus de 2 siècles, envoie ses élèves ici. Vous vous rendez compte, il fallait avoir une vue qui allait très très loin. D'accord? Alors, ça, ce sont les 2 idées essentielles qui nous suivent. Et le Gaon de Vilna nous expliquait comment cette idée est déjà rapportée et précisée dans le Talmud. On avait lu le texte, mais sans s'attarder dessus. Le texte dit la chose suivante dans le traité de Sanhedrin. Le Talmud dit la chose suivante. Quand est-ce que nous allons savoir qu'est arrivée la Géoula, la délivrance? Quand la terre d'Israël va retrouver sa fertilité. D'accord? Quand les arbres auront à nouveau des fruits, dit le Talmud. Je vous ai traduit ça en notre langage plus courant, mais lorsque les arbres porteront à nouveau les fruits. Le Gaon de Vilna dit la chose suivante. C'est de là qu'on peut comprendre cette idée qu'il nous a présentée. Un arbre porte des fruits uniquement si on s'en occupe. Il ne peut pas porter des fruits si on ne s'en occupe pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc, qu'est-ce que veut dire le Talmud en nous disant que comment allons-nous savoir que arrive, et à ce moment-là, la délivrance? C'est quand les arbres portent les fruits, ça veut dire qu'on a commencé à agir, et à ce moment-là, c'est le signe que ça va aller encore de plus en plus loin. D'accord? Donc, c'était donc les 2 idées fondamentales de ce livre avec lesquelles ont été dirigés les élèves du Gaon de Vilna et qui ont amené ici, tout doucement, à reconstruire l'État d'Israël. Surtout pour des jeunes comme vous,
je tiens à préciser la chose suivante, sans vouloir minimiser sous quelque forme que ce soit, toute partie de l'effort sioniste, et surtout tout investissement de Herzl, c'est pas lui qui a commencé à délivrer ce pays ici. C'est pas le monde sioniste laïque qui a commencé à reconstruire le pays. C'est un mensonge. Faites bien attention parce que nous, en tant que rabbins, nous sommes allergiques aux falsifications de l'histoire. D'abord, en premier point, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été donné l'ordre Goref, comment dire en français Goref? Très général, si vous voulez, de racheter, pour toute personne qui avait les moyens de racheter des terres en terre d'Israël. Vous savez qui et quand? Pardon? Plus de 5 siècles avant cela. Non. Le Rashbetz, Rabbi Shimon Bar Tzemach Douran, le grand rabbin d'Alger. Les sommités du XIVe siècle. Ils sont expulsés d'Espagne en 1391 à ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler la première Inquisition. La première Inquisition en 1391, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première Inquisition après 1390. On avait 1390 avant. Pardon? Chaque année, il y en avait quasiment. Ce que j'ai dit, c'est une façon de voir. Alors, ils ont dû s'enfuir en Afrique du Nord, d'arriver en Afrique du Nord, mais il a déjà prévenu tous les Juifs qui avaient les moyens, la possibilité et le courage de le faire, de racheter des terrains en terre d'Israël. On est avant 1400. Ça fait plus de 620 ans. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les premières masses qui sont venues organiser ici, vous allez être surpris, on vous dira que les premiers groupes, ce sont des groupes qui sont venus avec le Baal Shem Tov. C'est pas tout à fait exact. Là, je suis un peu prudent. Parce qu'avec eux, venu un grand groupe de juifs marocains, à la tête duquel se trouvait un géant du peuple juif, Rabbi Elazar ben Toubo. Ils sont venus ici pour s'installer, ils étaient avec les élèves du Gaon de Vilna, les premières personnes à construire des maisons et à labourer la terre hors des murs de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'arrivent les élèves du Baal Shem Tov. Mais les élèves du Baal Shem Tov, vous savez, ils sont venus avec une conception chassidique, ils sont venus dans un monde sacré. Pour eux, on vient du sacré, la terre d'Israël, c'est sacré. Mais ils n'ont pas reconstruit véritablement. D'accord? On le bite maintenant? D'accord, on va terminer tout de suite. C'est juste les élèves du Gaon de Vilna, une génération plus tard, qui, avec ces élèves commencent à construire à la suite de ces juifs marocains et qui vont commencer à reconstruire ici la terre d'Israël. Et ça n'a jamais cessé depuis. Sont venus des groupes de tous les côtés du monde. Et je ne parle pas de Chovevet Zion. Tous les Chovevet Zion qui ont précédé le sionisme, dirigés par les plus grandes sommités d'Europe orientale, qui envoient ici tous leurs élèves. Et toutes les personnes qui étaient capables de faire ça, quand Rothschild va commencer à construire ici, c'est en 1860, 1865. Herzl, il vient de naître à peine. D'accord? Le sionisme a donné un impact énorme, il a continué. Il faudra qu'on parle de ça après, on continuera. Maintenant, on fait Albit. Après Albit, nous passerons à notre sujet pour lequel vous êtes venus. D'accord?